François Ier, bien avant nous, a visité le monastère de Meaux. L'église est un chef-d'œuvre du gothique flamboyant flamand, édifié par Lloyd van Bogghem, le maître d'œuvre bruxellois choisi par Marguerite d'Autriche. La façade a 30 mètres de large, l'église a 72 mètres de long et elle est haute de 21 mètres. La façade toujours est en arc de cercle et à certains endroits on sont sculptés les monogrammes du couple ducal de Philibert et Marguerite. Et au-dessus domine la statue de Saint-André. Et nous pouvons apercevoir les toits vernissés bourguignons avant de découvrir la tour principale qui doit faire à peu près une valeur de 6 étages vue du monastère à l'intérieur. Vers le portail ouest, entre deux piliers, un bénitier de marbre noir réalisé en 1548 porte sur son pourtour la devise de Marguerite, fortune, importune, for une, et celle de la maison de Savoie, faire, FRT, à la signalisation obscure. À l'entrée du chœur se dresse un des rares jubilés subsistant en France. 3 arcades en anse de panier, festonnées d'une guipure de pierre, sont soutenues par 4 piliers rectangulaires cantonnés de colonnettes. De chaque côté de la porte d'entrée sous le jubilé, il y a 2 tableaux, en particulier un de Saint-Augustin, patron du moine de avec Sainte Monique, sa mère, et à gauche Saint-Nicolas de Tolenta. Et nous voici à l'intérieur du chœur. Cette partie censée être de l'église a été particulièrement soignée, tout comme la chapelle de Marguerite d'Autriche, sur son côté nord, ici, concernant les œuvres d'art qui font la célébrité de Meaux. Les stèles sont de chêne, réalisées entre 1530 et 1530. De chaque côté, une double rangée de 16 stèles basses et 21 stèles hautes, de tradition médiévale, mais fortement marquées d'un esprit venant des Pays-Bas. Les bases sont strictement françaises. Les Flamands ont marqué par les statues l'innovation. Ancien Testament au sud, Nouveau Testament au nord. Ils sont, sur ces stèles, des épisodes publics et bibliques. Multiplication des pains, Jésus à l'entrée de Salomon annonce l'entrée lui-même de Jésus à Jérusalem. L'ensemble de ces stèles furent exécutées après la mort de Marguerite d'Autriche par Charles Quint, suivant les désirs de sa tante.
Les stèles furent exécutées sous les ordres de Charles Quint, neveu de Marguerite d'Autriche, suivant les désirs de sa tante. Et grâce à tous ces personnages de l'ancien temps, XVIe siècle, nous apporte aujourd'hui le plaisir, le régal des yeux. Quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable. C'est beau la France. Le lutrin est contemporain et son buffet comporte à la base 4 évangélistes. Il servait à la lecture des évangiles, évidemment. Les voûtes sont très éclairées par de grandes baies incolores. Les vitraux sont réalisés par des maîtres verriers entre 1525 et 1532. Verrier-Bressan et lyonnais, inspiré d'Albrecht, peintre graveur de Titan. Il paraît que ces vitraux sont classés par les plus beaux vitraux européens parmi les 20 premiers. Nous pénétrons à l'hôtel de la Chapelle, qui est surmonté d'un rétable en albâtre et en marbre noir. Tout cela illustre les 7 joies de la Vierge. Vous trouverez l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, l'adoration des mages, l'apparition du Christ ressuscité, la Pentecôte, l'apparition du Christ, son ascension. Chaque scène est incorporée comme à l'intérieur d'un petit salon pour mieux l'admirer. Cette chapelle est aussi dédiée, d'où son nom, à Marguerite d'Autriche, près de son tombeau. Nous resterons quand même assez impressionnés de l'ensemble de ces sculptures, de cet édifice qui fut construit aussi rapidement et surtout dans sa grande finesse. N'oublions pas que pour de nombreux visiteurs, cet endroit est classé le plus fin de France. Une vue générale sur l'ensemble des tombeaux, depuis le jubé, galerie supérieure. Ici sont rassemblées les familles de Savoie et d'Autriche pour l'éternité. Tout à fait au centre, le tombeau de Philibert de Savoie. Continuons notre visite, nous voici devant le tombeau du bien-aimé, Philibert le Beau, duc de Savoie, décédé relativement jeune, et laissa Marguerite. Ce tombeau, tous ces tombeaux, sont faits de marbre et d'albâtre. Vêtu de l'armure d'apparat, manteau d'hermine, le gisant est représenté dans ses attributs du pouvoir terrestre dont l'épée.
Le lion couché à ses pieds évoque la puissance. Les petits tiennent les attributs militaires, gants et bâtons de commandement. Tout cela en albâtre et marque de Carrare. Le tombeau de Marguerite de Bourbon creusé en enfeu dans le mur sud, entouré de riches décors. À la base, les pleurants rappellent les tombeaux des ducs de Bourgogne à Dijon. Le chien, vous verrez, marque la fidélité sous les regards d'Angelo. Ces représentations sont absolument les cénotaphes, mais à noter que les corps sont bien en dessous. Le tombeau de Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint et de François Ier, sous la garde de ses anges, dans un cadre gothique, sous la devise Fortune, infortune, fortuné. À la partie supérieure, la défunte en costume d'apparat, en costume de cour. À la partie inférieure, une femme transfigurée, au visage beaucoup plus jeune, aux yeux mi-clos. L'image de la mort sereine. Sont toujours présentés la fidélité du chien. En ce lieu, ici, reposent les deux amants, une très belle histoire d'amour. Ici, un aperçu de la tour d'une cour des monastères. Anciennement, le dortoir, transformé aujourd'hui en musée exceptionnel avec des pièces de qualité, de merveille, comme vous pouvez en juger sous vos yeux. Le Charles Quint, puis on peut le reconnaître. La visite de François Ier à l'abbaye. Ensuite, revoici Charles Quint dans sa jeunesse, et suivi de Marguerite d'Autriche. Et nous vous disons au revoir.